Alors je commence ce vlog avec peut-être un look un peu différent de d'habitude. J'ai un photoshooting aujourd'hui avec Sophia. Est-ce que tu veux dire bonjour? Qui est photographe, qui fait vraiment de super photos. On a eu une première séance il y a un mois je pense, avec de très très belles photos. Il me tarde de les avoir. Et je vous les montrerai sur Instagram. Je mettrai mon Instagram dans les commentaires. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu vas où là, Marianne? Je vais faire des courses. Ok, bon là je me suis changée du coup et on va aller au lac pour faire d'autres photos. J'en ai vraiment partout, des sacs, donc bien chargé. On va aller au lac, on va faire d'autres photos et du coup pareil, je vous montre. Alors Marianne, c'était comment? Elle était bonne l'eau? Elle était meilleure que ce que j'aurais imaginé. Elle était pas aussi froide que j'aurais cru. D'accord. C'est un peu difficile pour rentrer mais ça va. Mais même si ça aurait été super froid, je crois que ça a valu le coup. On va voir. Aussi. On va voir. On verra les photos, je mettrai ton Instagram. Ah cool. Est-ce que tu veux que je mette autre chose Euh, de toi? Ton site? Tu peux tout mettre. Ouais. Et du coup, je t'envoie une liste. Allez voir ces super photos. Et voilà, merci Sophia. Non, merci Marianne. Avec toi, c'est un plaisir. Bonjour et bienvenue dans cette dernière partie du bilan du printemps japonais, qui était donc un défi littéraire lancé par Antastasia. Ce sont les livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez envie de voir les autres, les liens des vidéos seront dans la barre d'informations. Alors, le premier livre, du coup je vais reposer les autres. Le premier livre, c'était Les Belles Endormies de Kawabata, qui me semble a été publié en 1961 au Japon. Alors j'ai refermé ce livre en ayant, je dois vous avouer, un avis un peu mitigé. J'étais pas bien sûre de ce que je pensais ou du moins en fait je me serais attendue à être bien plus convaincue par ce livre que je ne l'ai été. Et donc je me suis dit je vais laisser passer un peu de temps, je vais y réfléchir pour voir si je développe une autre perspective. Et non, non, clairement non. Tout d'abord, je vais vous raconter en fait de quoi ça parle. C'est le vieil Eguchi qui se rend dans une sorte d'auberge qui s'appelle Les Belles Endormies. Donc dans cette auberge, donc la clientèle sont plutôt des vieux hommes, viennent pour passer la nuit, littéralement vraiment pour dormir, avec des jeunes filles qui sont plongées dans un profond sommeil. Et voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Le contexte, l'intrigue, les personnages captent tout de suite notre attention. C'est tellement particulier, tellement étrange qu'on a envie d'en savoir plus. C'est tellement intriguant. Mais je trouve que la tension qui a été créée au départ par ce livre finit par s'essouffler sans vraiment atteindre son potentiel. Dès le départ, j'ai été très agréablement surprise par le style que j'ai trouvé, qui m'a personnellement beaucoup plus plu que celui que j'avais découvert dans Pays de Neige, qui est aussi de Kawabata, que j'avais pas du tout aimé. Donc je m'attendais vraiment à autre chose, et même si le style, même à la fin de la lecture, je trouvais le style très bien, j'ai trouvé que certaines réflexions étaient un peu plates. Ce qui m'a tout d'abord manqué, surtout concernant, sachant que ce livre, ça va être beaucoup de réflexion, ça va être Eguchi qui se remémore certains moments de sa vie, qui va y réfléchir, etc. Et étant donné que c'était quand même le thème central du roman, j'ai trouvé que le portrait psychologique du personnage
et tout l'aspect émotionnel du protagoniste n'était pas du tout assez développé. Donc finalement, le livre est beaucoup plus centré, pas vraiment sur l'intrigue, mais sur le personnage, ce qui est quelque chose qui pourrait me plaire en soi, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment trop peu d'informations, trop peu de tout en fait, qui pouvait nous permettre de vraiment cerner Eguchi, de le comprendre. J'ai trouvé que ses réflexions étaient vraiment pas du tout abouties. Et par exemple, dans sa façon de voir les femmes, il les voit comme des objets, vraiment, il n'a pas vraiment de respect pour elles. Et en soi, c'est pas un problème, le personnage peut être comme ça pourrait être intéressant, mais j'ai quand même trouvé que c'était pas forcément hyper bien fait. Alors le personnage d'Eguchi, je saurais pas dire vraiment s'il est réellement antipathique, parce qu'il m'a manqué tellement pour pouvoir l'appréhender en tant que personnage et protagoniste, que finalement j'ai pas vraiment d'avis sur le personnage, mais le peu que j'ai vu, il est extrêmement égocentrique et ce qui m'a gênée du coup par rapport au but du livre, c'est qu'il a vraiment un manque pour moi de connexion à la réalité, du fait de son manque d'empathie totale pour les autres. Il n'est pas capable de se mettre à la place des autres, et ce qui l'empêche d'avoir une réflexion aboutie. Comme je l'ai dit précédemment, il voit les femmes comme des objets. Et en soi, c'est pas quelque chose qui me dérange, parce que quand on a quelque chose comme ça, ce qu'on peut faire, c'est soit ce à quoi je me serais attendue en fait, voir un développement dans le protagoniste, le fait qu'il puisse vraiment réfléchir à certaines choses et avoir une perspective maintenant tout à fait différente avec ses années de vie et d'expérience. Et c'est pas le cas. Et bon, c'est pas grave non plus, de toute façon, parce que si c'est le but de l'auteur, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, je me serais attendue à un peu plus de réflexion de la part de l'auteur, peut-être plus de description par rapport à peut-être une critique, que ce soit positif ou négatif, peu importe, mais une critique, une perspective sur la société, nous expliquer pourquoi il réfléchit comme ça, qu'est-ce que ça a pu amener dans sa vie, mais c'était juste en fait une description, il était juste là en train de se remémorer ses souvenirs, et finalement je me dis quel est l'intérêt. Donc en soi, l'idée de base me plaisait beaucoup, vraiment, d'avoir ce personnage qui vers la fin de sa vie pouvait réfléchir en fait à tout ce qu'il a fait, à ses décisions, à ses erreurs, à peut-être de bonnes décisions qu'il a prises, à juste réfléchir en général, prendre du recul, peut-être se dire maintenant avec mes années d'expérience, je pense différemment à certaines choses, ou il y a des choses que j'ai appris plus tard qui font que j'aurais peut-être réagi différemment si j'avais su, ce genre de choses qui auraient pu en théorie beaucoup me plaire, mais j'ai trouvé malheureusement que l'exécution n'était pas forcément la meilleure. En plus de ça, j'ai trouvé que le moment, parce qu'on a toujours en fait cette, ce va-et-vient entre le moment présent et ses souvenirs, j'ai trouvé que c'était parfois très brutal, dans le sens où je me disais en fait pourquoi ce moment-là lui rappelle ce souvenir-là, quel est le lien. Donc je trouvais que c'était parfois un peu, un peu artificiel. Donc en soi, mon avis final, je ne vous déconseille pas totalement le livre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup aimé. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. Je trouve l'idée de base bien. L'exécution, personnellement, je ne la trouve pas aboutie. Et c'est dommage, parce que je vois, il y a tellement de choses dont j'aurais pu vous parler. J'aurais pu faire toute une vidéo sur ce livre. Il y a tellement d'aspects très très intéressants au niveau de l'intrigue, des personnages, des jeunes filles, de la façon à laquelle on se réfère à elles, la femme, comment on dit, l'aubergiste, qui est là, qui avait aussi quelque chose de très intéressant, et on aurait pu aussi développer son personnage. Donc bon, pour moi, c'est malheureusement pas vraiment un coup de cœur. Ça a manqué il y a beaucoup d'aspects intéressants, mais ça manquait quand même de profondeur et de nuances dans mon cas. Si vous avez un avis différent, si vous avez beaucoup aimé le livre, n'hésitez pas à m'en parler. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa, qui est paru, il me semble,
au Japon en 2013 et en 2015 il y a eu un film, mais je n'ai pas vu le film, donc on se concentrera sur le livre. Donc c'est l'histoire de Sentaro, il me semble qu'il s'appelle, qui a pris quelques mauvaises décisions dans sa vie, qui est un petit peu perdu et qui, faute de mieux, travaille dans un café de dorayaki. Si vous voulez savoir ce que sont les dorayaki, restez pour la troisième partie de ce vlog, parce que j'en ferai, j'essaierai en tout cas d'en faire. Et donc bon, il travaille là-bas, sans passion, vraiment, les jours se ressemblent, jusqu'à ce que Tokue, je ne sais pas, une vieille dame vienne pour se présenter pour le poste, parce qu'il cherche quelqu'un pour l'aider en cuisine. Et donc c'est une vieille femme aux doigts déformés, c'est un élément important qui reviendra plus tard dans le livre. Et tout l'intérêt de ce livre repose donc sur leur relation. C'est plutôt un roman de divertissement, quelque chose d'accessible qui n'est généralement pas vraiment ce que j'aime lire, mais je trouvais que celui-là était très bien fait. Au niveau du style, je ne vais pas vraiment m'attarder parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de particulier, vraiment. C'était pas mal écrit, mais c'était pas extraordinaire non plus. Et ce que j'ai par contre beaucoup aimé dans sa façon d'écrire, c'est que toute l'intrigue était faite de façon vraiment fluide. Et j'ai eu l'impression en fait qu'on sentait le travail de l'auteur et qu'il avait vraiment réfléchi à quelle information il allait mettre à quel endroit pour que tout s'emboîte vraiment parfaitement. Et j'ai trouvé que ça, c'était très très bien fait dans ce livre. J'ai aussi beaucoup apprécié la construction des personnages. Sans être un roman psychologique, on a un portrait qui est fait, un portrait psychologique des personnages qui est fait, qui m'a semblé vraiment cohérent, logique, qui faisait sens aussi les uns avec les autres. J'ai trouvé leur façon de réfléchir, leur façon d'agir réaliste, cohérente, et j'ai beaucoup apprécié la relation entre Sentaro et la vieille dame. C'était touchant sans être trop mielleux et j'ai trouvé que l'auteur nous laissait quand même assez de place pour nous avoir nos réflexions, être libres d'interpréter certaines choses comme on avait envie nous de l'interpréter. Ça m'a fait penser un petit peu aussi à un livre que j'ai lu il y a très longtemps quand j'étais jeune adolescente qui me semble s'appelle Ensemble c'est tout, quelque chose comme ça, de Anne Gavalda, où là aussi on a trois personnages très seuls, pas par choix, tout simplement parce qu'ils sont seuls et qui à première vue n'ont absolument rien en commun, mais finalement vont tous pouvoir s'apporter quelque chose de différent, quelque chose dont ils avaient besoin et qui ne savaient pas pourraient le trouver chez cette autre personne. J'avais entendu une critique négative de ce livre qui disait que finalement la relation entre Sentaro et la vieille dame était complètement unilatérale et que c'était seulement elle qui lui apportait quelque chose à lui. Et je trouve que c'est un commentaire qui est injustifié parce que j'ai vraiment eu l'impression que c'était un échange entre tous les deux et que je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous gâcher le suspense, mais le fait qu'elle lui apprenne des choses et qu'elle lui apporte quelque chose, ça lui a aussi offert quelque chose à elle et ça lui a aussi permis de réaliser un souhait qu'elle n'avait pas pu réaliser à cause de sa situation. Bien sûr, je ne vous dis pas pourquoi. L'auteur évoque aussi une certaine maladie et certains aspects qui m'étaient totalement inconnus et que j'ai beaucoup apprécié pouvoir lire et pouvoir apprendre certaines choses. Donc en soi, si vous cherchez un livre plutôt de détente mais qui est quand même bien fait, qui est de bonne qualité, je vous conseille Les Délices de Tokyo. Troisième livre, Contre la pauvreté au Japon de Yuasa Makoto. Donc bon, comme son nom l'indique, c'est un livre qui porte sur la pauvreté au Japon, évidemment, ses causes et pourquoi il faut remédier à ce problème le plus vite possible. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que j'ai fait toute une vidéo sur ce livre, mais je vous donnerai quand même mon avis en général, mon avis général. J'ai trouvé le livre intéressant, accessible, il est facile à lire et on apprend beaucoup de choses sur la pauvreté au Japon, mais aussi la pauvreté en soi, pas forcément seulement dans le contexte japonais. Donc il y avait pas mal d'éléments intéressants que je ne connaissais pas du tout, dont j'ai pu prendre connaissance dans ce livre. Donc c'est un livre que je conseille plutôt comme introduction pour les personnes qui ne connaissent pas forcément bien le sujet.
Et même si j'ai apprécié dans l'ensemble, mais la seule chose qui m'a un peu déçue, c'est que j'aurais aimé qu'il aille parfois un peu plus en profondeur. 4e livre, Contes de pluie et de lune. Est-ce qu'on parle de recueil de contes? Je ne sais pas, mais il y a plusieurs contes en tout cas. C'est écrit par Ueda Akinari et ça a été publié en 1776. C'était il y a longtemps. Donc ça a été vraiment une belle lecture, une belle surprise et vraiment une lecture très différente de ce que j'ai l'habitude de lire. La première chose qui a capté mon attention avant même la lecture des contes, c'était la petite biographie de l'auteur, qui a eu une vie vraiment pleine de rebondissements. Vraiment, s'il avait écrit une autobiographie, je l'aurais acheté de suite. Il est né en 1734 à Osaka, d'une mère qui était courtisane, qui était malheureusement donc seule, et elle l'a finalement abandonné, mais il a eu de la chance dans son malheur puisqu'il a été recueilli par un marchand, qui était donc quand même aisé, et dont il a pu reprendre le commerce un peu plus tard. Dans son enfance, il a eu la variole, ce qui a eu quelques conséquences au niveau de ses mains, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu, mais ce qui fait que sa famille s'est beaucoup inquiétée pour lui et pensait qu'il ne pourrait peut-être jamais apprendre à écrire. Finalement si, il a pu, et il allait prier, alors le dieu renard, je ne sais plus comment il s'appelle, il allait le prier très souvent parce qu'il pensait que c'était à lui qui devait sa guérison. Après la mort de son père adoptif, il reprend donc son commerce pendant, je pense, 10 ans, mais sans grand enthousiasme. C'est pas vraiment quelque chose qu'il avait spécialement envie de faire, et quand sa maison brûle, finalement il n'est pas complètement insatisfait parce qu'il se dit ça va pouvoir me donner en fait une nouvelle possibilité. Parce qu'il avait envie d'écrire. Donc finalement, il ne va pas de suite se dédier à l'écriture. Il va être médecin pendant un certain temps. Il va exercer la médecine chinoise jusqu'à ce qu'une erreur entraîne la mort d'une de ses patientes, d'une petite fille. Il n'y aura pas vraiment de répercussions sur sa vie. Les parents ne vont pas l'accuser de quoi que ce soit, mais lui aura beaucoup de mal à accepter ce qui s'est passé, et puis même en général il y a eu pas mal d'événements qui font que il n'avait pas spécialement envie de continuer ça. Donc après cet événement là, il se décide vraiment à écrire. Donc il sera assez pauvre, il va changer de logement plusieurs fois et il aura une fin de vie un peu moins confortable. Avant de passer directement à mon avis sur les contes, quelques éléments qui peuvent peut-être être intéressant pour vous. À cette époque, on n'a pas vraiment tous les termes qu'on a aujourd'hui pour séparer les types de textes, et on parle beaucoup de récits. Donc, quand il choisit le titre pour ces textes, l'auteur choisit, il me semble qu'en japonais c'est Monogatari, qui veut dire donc récit, qui est un terme générique, mais qui dans ce cas-là montre quand même le désir de l'auteur de vouloir renouer avec une certaine tradition japonaise. Ce sont des contes qu'on pourrait qualifier de fantastiques qui se retrouvent beaucoup dans la littérature traditionnelle japonaise, donc avec beaucoup de fantômes. Il y a un élément qu'il n'a pas repris, c'est un conte avec le dieu renard, parce que comme il pensait lui devoir sa guérison, il a évité de faire un conte avec ce dieu renard. Pour vous donner une idée de ce à quoi vous devez vous attendre avec ces contes-là, ce sont plutôt ce que nous, on appellerait des légendes, et ça ne s'apparente pas vraiment à des contes comme on les connaît dans nos traditions occidentales. Dans nos contes, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de magie, entre guillemets, alors que là, ce serait plutôt quelque chose que j'appellerais du mystique, qui ferait partie vraiment du folklore japonais. Les contes sont vraiment très très variés, autant dans la longueur que dans l'intrigue, que je les ai trouvés très différents les uns des autres. Après, ne vous attendez pas non plus à avoir des contes vraiment avec des rebondissements incroyables. Certains oui, mais c'est pas non plus, comment vous dire, il y a quand même des rebondissements, on va dire, incroyables, mais je sais pas si je peux appeler ça vraiment rebondissement, dans le sens où c'est relativement calme. Si vous voyez ce que je veux dire, ça va pas être là il se passe ça, et là il se passe ça, et là...
Donc à vous de voir si ça correspond à vos goûts. Il y a eu pas mal d'allusions au dit du Kenji que personnellement je n'ai pas lu et sans les notes de l'auteur j'aurais pas du tout pu les relever. Mais les notes sont vraiment très très bien faites et apportent vraiment des explications qui aident à l'analyse du texte. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre, j'ai vraiment beaucoup apprécié de découvrir tous ces éléments de croyance de la culture japonaise traditionnelle. Je pourrais le conseiller peut-être aux personnes qui aiment les œuvres peut-être plus anciennes, les contes, et qui ont envie de découvrir une culture tout à fait différente. Prochain livre, il me semble qu'on est au 5e, ce sont des poèmes, des haïkus, 111 haïkus de Basho, qui apparemment est un auteur de haïkus très très connu, qui est une figure vraiment emblématique. Bon, j'en sais rien, mais du coup je me suis dit, si je commence à en lire, autant en lire avec quelqu'un d'important. Alors j'ai beaucoup apprécié, je ne connais pas vraiment les haïkus. En général, je lis pas forcément énormément de poésie, donc c'était le moment de découvrir quelque chose de différent. Ça peut être un petit peu déroutant parce que je vais vous montrer l'intérieur. Ce sont vraiment de très très courts poèmes. Vous voyez, c'est ça le poème en fait. Là, mon édition est vraiment bien. Bon, je parle pas japonais, donc en soi ça m'apporte rien, mais c'est intéressant quand même de voir le texte en japonais. Et si vous apprenez le japonais, ça peut être intéressant parce qu'il y a aussi la transcription, comment on dit, phonétique, transcription phonétique, donc comment ça se prononce. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi pour moi d'avoir cette transcription phonétique, de pouvoir un petit peu regarder quand même. Et d'ailleurs, je me demandais à certains moments, j'ai vu certains, par exemple, là voilà, certains textes comme ça, où à la fin on a un point d'exclamation. Et je ne sais pas en fait pourquoi parfois ils ont décidé de mettre un point d'exclamation ou un point d'interrogation et qu'il n'y en avait pas dans le texte original. J'aurais bien aimé savoir pourquoi. Donc peut-être que ça aurait été pas mal d'avoir un petit texte pour expliquer un petit peu l'histoire du haïku, pour expliquer certains défis qu'on peut rencontrer quand on traduit des haïkus. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir dans cette édition. J'ai vraiment apprécié parce qu'on sent le désir de vouloir vraiment capturer une image, de vouloir capturer une scène, soit vraiment quelque chose de figé, soit un mouvement, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait. Je ne suis pas sûre à 100% du public auquel je devrais conseiller ce recueil-là, parce que je sais pas en fait si une personne qui apprécie beaucoup la poésie occidentale apprécierait forcément des haïkus. Peut-être que ça pourrait être bien pour une personne qui commence. Vraiment, je suis pas très sûre. En tout cas, moi j'ai apprécié, mais ouais, je sais pas vraiment à qui je pourrais le conseiller. Peut-être des personnes qui ont envie de découvrir les haïkus du coup. Si vous avez envie, il y en a 111 dans celui-là, et Basho est un auteur très très important. Les deux derniers livres que j'ai lus, ce sont deux nouvelles de Murakami, qui sont Birthday Girl et L'étrange bibliothèque, qui sont vraiment de très très belles éditions, qui sont illustrées par Kat Menchik. Je vous montrerai des images. Et donc déjà, vous voyez juste les couvertures qui sont très très belles. Et tout le livre après à l'intérieur, c'est illustré. Donc, alors je sais plus exactement pour les dates de publication parce que j'ai trouvé plusieurs choses, mais sachez que ce sont des nouvelles qui avaient déjà été éditées auparavant et que ce sont vraiment des éditions récentes. Si ça vous intéresse de savoir, ce sont des éditions qui sont à la base allemandes. Donc Kat Menchik, c'est une illustratrice berlinoise et Belfond a acheté les droits à la maison d'édition Dumont, qui est une maison d'édition allemande. Et je ne sais pas en tout cas pour la France, j'avais beaucoup entendu parler de celui-là en Allemagne. En France, j'ai pas forcément vu beaucoup passer concernant ces deux nouvelles. La première que j'ai lue, c'était Birthday Girl. Birthday Girl. Magnifique accent anglais. Oui, donc la protagoniste, c'est son anniversaire. Elle va avoir 20 ans, d'où le titre. Et elle va devoir travailler
au restaurant où elle travaille d'habitude ce jour-là. Et elle se retrouve avec donc, le patron du restaurant qui lui promet d'exaucer un de ses vœux. Donc j'ai pas été tout de suite attirée par la nouvelle parce que je trouvais le début un peu déroutant. J'ai trouvé qu'il y avait des informations qui servaient à rien. Et même à la fin du livre, je me dis quel est l'intérêt d'avoir parlé de ça en fait. Certaines informations qui vraiment étaient un peu superflues. Finalement, en avançant, j'ai été de plus en plus intriguée et j'ai retrouvé cette atmosphère vraiment mystérieuse qui donne vraiment envie de continuer la lecture. Donc cette nouvelle, mais après même l'autre aussi, ce sont pas des nouvelles que je vous conseillerais de lire comme ça entre deux, mais vraiment d'avoir le temps de les lire, de vous concentrer là-dessus parce que c'est généralement des nouvelles, on les referme, on a envie de s'asseoir et de réfléchir. Donc ce livre-là n'offre pas vraiment une fin comme on pourrait s'y attendre, c'est plutôt, je dirais que la fin c'est plutôt une ouverture qui nous permet de développer certaines pistes de réflexion. Et mon analyse personnelle, c'est que on finit par arriver là où on devait arriver, on finit par être la personne qu'on devait être. Et c'était quelque chose qui a toujours été en nous et peu importe le parcours. Et je me rends compte quand je vous dis ça que ça fait très psychologie de comptoir, mais je vous assure que c'est pas du tout l'impression que j'ai eue en lisant ce livre. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien fait. Et aussi bien sûr les illustrations qui sont magnifiques. Donc à l'histoire dans son ensemble. Pareil pour celui-là. Et du coup, on va passer à l'étrange bibliothèque. Donc dans l'étrange bibliothèque, c'est l'histoire d'un jeune garçon, il me semble qu'on n'a pas son nom, qui passe à la bibliothèque rendre des livres et qui va finir séquestré. Bon, c'est pas très joyeux, mais c'est très différent les deux livres. Donc en fait, il va arriver là-bas et il va vouloir emprunter des livres. Et donc l'homme lui dit, viens avec moi, les livres sont là-bas. Donc ils vont descendre comme ça un escalier vers la cave. L'homme ferme la porte à clé derrière lui. À aucun moment il s'affole. Alors j'ai pas été formée par le FBI, mais il me semble que si quelqu'un ferme la porte à clé après vous avoir fait descendre dans la cave, c'est quand même mauvais signe. Et là il se retrouve en face d'une très étrange créature. Il s'affole pas non plus. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose c'est une histoire qui est pas du tout. Là, on est dans le peut-être plus l'étrange. Là, c'est beaucoup plus que l'étrange. C'est, je dirais presque, je dirais plus du fantastique ici. Et ça a un côté un peu absurde, un peu grotesque, un peu horrifiant aussi, donc c'est vraiment très particulier. Donc c'est beaucoup plus sombre et c'était beaucoup plus symbolique que la première nouvelle. Donc à voir ce qui vous plaît plus. Moi personnellement j'ai aimé les deux et pour mon analyse personnelle pour celui-là, c'était que j'avais l'impression que ça parlait un peu plus de quitter le stade de l'enfance, de devenir adulte, de faire face à ses peurs.
Bon, c'est une analyse personnelle, c'est peut-être pas ça du tout, hein. Peut-être que si j'avais l'auteur en face, il me dirait que non, mais bon, c'est mon analyse personnelle. Vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires aussi, si vous pensez la même chose que moi, si vous avez une analyse un petit peu différente. Donc si je compare les deux, je pense que j'ai aimé celui-là un petit peu plus parce que je l'ai trouvé plus abouti. J'ai trouvé en fait que dans l'étrange bibliothèque, il y avait énormément d'éléments qui auraient pu être, qui étaient très intéressants, très particuliers et qui auraient pu être vraiment beaucoup plus approfondis. Je me dis que ça aurait été peut-être plus adapté à un roman, à vraiment un texte un peu plus long. Donc en soi, celui-là un peu plus grotesque, absurde, fantastique, très particulier. Celui-là un peu plus mystérieux. Je dirais que j'ai vraiment retrouvé quand même Murakami dans les deux. Donc, à vous de voir ce qui pourrait vous plaire. Donc après, je vous les conseille. Par contre, je ne vous les conseille pas pour commencer Murakami. Je vous les conseille plutôt si vous avez déjà lu Murakami. C'était donc la partie sur les livres. Mon bilan, le challenge, le défi printemps japonais est fini. Et maintenant, on va passer en cuisine. Je vous retrouve donc pour la troisième partie pour faire des dorayaki. Des dorayaki, ce sont comme des sortes de pancakes. Il y a donc 2 pancakes et dedans il y a une pâte de haricots rouges sucrés. Et ce sont donc les pâtisseries japonaises qu'on retrouve dans les délices de Tokyo. Donc je vais suivre une recette que j'ai trouvée sur internet et je vous la mettrai en barre d'informations. C'est une recette végétalienne, donc si vous êtes végétalien, vous pouvez la faire. Alors, j'avais prévu de faire la pâte moi-même, j'avais même acheté des haricots, c'est pas les bons, c'est des haricots Azuki, mais j'ai pas trouvé les bons haricots. Le problème, c'est que non seulement j'ai oublié de les mettre à tremper la nuit, parce qu'il faut les mettre à tremper toute la nuit, et en plus je sais pas si j'aurais eu le temps en fait aujourd'hui, parce qu'il faut vraiment les faire cuire, et donc bon, bref, faute de mieux, j'ai acheté quelque chose tout prêt, donc j'espère que c'est le bon produit. Je suis pas sûre, j'espère. En tout cas, il y a écrit pâte de haricots rouges, pâte de haricots sucrés. Donc, et il y a écrit haricots Azuki. Ah bon, mais c'est pas les bons du coup. Bon, tant pis. Je vais essayer du coup avec ça et j'espère que ça marchera. Donc voilà, ce qu'on va faire en fait, comme ça, la pâte de haricots, elle est toute prête. Déjà, j'ai pas besoin de m'en occuper. J'aurai juste besoin de la mettre après sur les sortes de pancakes. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire les pancakes ensemble. Le moment de vérité est arrivé. Est-ce que c'est bon? Alors je vous montre un petit peu de ce à quoi ils ont l'air. Ça a l'air pas mal. J'ai l'impression, je n'en ai jamais mangé, donc je sais pas vraiment si ça doit ressembler à ça. Je ne sais pas exactement le goût que ça doit avoir, mais du coup je vous donnerai quand même mon avis. Donc c'est quand même un petit peu, ça a pas mal gonflé. Donc c'est quand même un peu plus épais que des pancakes. Mais bon, la façon de faire c'est un peu la même. C'est un peu plus pâteux quand même. Donc c'est un peu différent comme sensation. Je vais goûter déjà sans rien. Franchement, c'est pas mal. Je pense même que ça pourrait remplacer de futurs pancakes. Tout seul. Je vais goûter avec la pâte maintenant.
Alors encore un autre moment de vérité. Parce que du coup, je ne sais pas du tout si ça va être bon. Et j'espère que c'est pas un truc qu'il fallait préparer encore, mais je crois pas. Je pense que c'est juste à utiliser comme ça. Alors, je suis pas trop sûre là. On va essayer. Bon, normalement, s'il faut en mettre 2 comme ça, mais bon, là c'est pour goûter, donc on va voir. Non, la pâte ça va. Je me suis dit, s'il faut, c'est un truc à préparer en plus et du coup, ça sera pas bon, mais... Franchement, je suis fière de moi d'y être arrivée. J'avais un peu peur que ça soit une catastrophe absolue. Mais vraiment, c'est bon. Donc, si vous avez envie d'en faire, vraiment, je vous recommande cette recette. Je la mettrai dans la description. Et du coup, ben, bon appétit. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donnez-moi vos commentaires sur les livres dans la boîte dans les commentaires. Je sais plus parler. Et dites-moi si vous avez fait la recette aussi et si ça a bien marché pour vous.